Aurélie Vallogne est une écrivaine française traduite dans plusieurs langues, plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Après des études en communication et marketing, elle a travaillé pour de grandes entreprises avant de se consacrer à l'écriture. Ses œuvres abordent des thèmes variés tels que les relations familiales, les différences de classe sociale, l'échec scolaire, l'échec affectif, les droits des femmes et la solitude des personnes âgées. Elle traite de sujets qui touchent un large public, comme les relations intergénérationnelles et les défis du quotidien. De plus, son parcours atypique, débutant par l'auto-édition avant de connaître un succès fulgurant, inspire de nombreux lecteurs et auteurs en herbe. Elle est l'invitée de Faites-moi lire à l'occasion de la parution de son dernier roman intitulé La Fugue, un roman où la réparation d'une maison et de soi, comme on va le voir, s'opère par une reconnexion sauvage et heureuse de la vie et de la mort à travers l'amitié en sororité. Bonjour Aurélie Vallogne. Bonjour Nicolas. Alors, comment êtes-vous arrivée à cette maison dans le Finistère? Alors, je crois qu'il y a eu pendant les JO, vous ne pouviez pas aller dans un certain hôtel où vous avez l'habitude d'écrire, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, pour écrire un roman, ça fait donc le 11e que j'écris, j'ai eu ma technique qui est de fuir ma famille, m'enfermer dans un hôtel où j'ai pas grand-chose d'autre à faire qu'écrire. Et je l'ai toujours fait, effectivement, dans une toute petite chambre d'hôtel à Paris. Et là, cette année, c'était les JO. Donc, je ne pouvais pas me battre contre les touristes. Et puis, l'effervescence des JO collait pas très bien avec l'esprit du roman que je voulais écrire. Donc j'ai d'abord cherché un hôtel dans le Finistère que j'ai trouvé, que j'ai réservé pendant plus de 10 jours, jusqu'à ce que la vie me rattrape et que dans une folie où je cherchais une cabane à acheter sur un site immobilier, je tombe sur une maison qui n'était pas une cabane, qui était une énorme maison dans les Abers, mais où tout de suite j'ai senti que je vrillais intérieurement et que c'était une maison faite pour moi et qui était une évidence. Et donc j'ai été la visiter et l'évidence s'est confirmée, une maison avec une âme artistique qui a eu un magnifique parcours jusqu'ici et une ancienne propriétaire illustre. Jane Birkin. Oui. Mais vous ne souhaitez pas, et on le comprend très bien, mélanger ce qui ressort du moi social et du moi littéraire et créatif. Cela étant, on va voir que ce coup de foudre avec cette maison va venir nourrir votre histoire. Et d'ailleurs, tout commence avec Virginia Woolf, que vous citez. Vous commencez, et je vous cite, « Une clé, ce n'est rien, une clé. Je n'avais pas la clé de ma vie jusqu'à ce jour où je suis partie. Et désormais, je la tiens fermement dans mon poing, la clé de ma maison. » Cette clé que votre héroïne serre dans ses mains est celle que beaucoup de femmes, oserais-je dire beaucoup de vos lectrices, espèrent tenir un jour. Je ne sais pas si c'est un rêve qui est ancré chez beaucoup de lectrices ou chez beaucoup de femmes d'avoir un lieu à elles, mais pour moi ça a été à un moment donné une évidence parce que quand on passe de la maison de ses parents, puis la maison qu'on a en colocation pendant les études, puis la maison où on se met en couple, d'un coup quand on a une famille qui grandit, parfois on a l'impression qu'on s'est peut-être oublié et qu'on a besoin de plus en plus de ces moments de solitude et de silence. Et donc effectivement, c'est un luxe et une chance folle d'avoir un lieu à soi. On n'est pas obligé d'avoir un lieu gigantesque, mais de juste le rêver, ça commence déjà ensuite à planter la graine pour se dire « et pourquoi pas un jour ?» Et c'est vrai que depuis que j'ai écrit cette histoire-là, je suis assez impressionnée par le nombre de femmes notamment qui viennent me voir en disant « eh bien moi, je viens de m'acheter un chalet à Saint-Brieuc, 40 000 € et je le retape. Là, j'ai fait la chasse d'eau, là, j'ai fait ça et je suis hyper fière. C'est ma maison à moi. » Donc en fait, ça existe et j'avais aussi envie de montrer à quoi ça pouvait ressembler dans une fiction, une femme qui décide de fuguer pour trouver son lieu à elle et se trouver elle-même. Je crois qu'il y en a de plus en plus des femmes qui souhaitent et qui fuguent. Oui, mais l'idée n'est pas de tout plaquer. Là, Inès, c'est ce qu'elle fait. Elle plaque mari et grands enfants, mais qui ont plus de 20 ans et qui ont quitté la maison déjà. Mais parfois, il y a des nouvelles façons de se réinventer. Et c'est vrai que d'avoir son espace à chacun, d'avoir ces moments de respiration, dans un couple, quand on est là depuis longtemps, c'est aussi bien de se manquer de temps en temps. Donc oui, j'avais envie de montrer à quoi ça pouvait ressembler. Alors, plus qu'une simple
distanciation du mari et des enfants qui est nécessaire dans un couple qui souhaite perdurer parce que l'oxygénation est nécessaire, parce que précisément, autrement, on ne respire plus. Il y a un motif quand même, comme une tonalité présente qui est celle du sauvage, et pas de la sauvagerie, mais en tout cas de l'instinct sauvage. Ce que je veux dire, c'est qu'on parlait de la maison que vous avez achetée de Jane Birkin, qui se trouve non pas dans la Bergerac, mais dans la Berbenois, n'est-ce pas, qui, je le dis pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette partie de la Bretagne, est un lieu précisément assez sauvage, assez difficile en hiver, il faut le dire, mais merveilleux en été, pardon. Mais donc il y a quelque chose où on sent que la décision de la mise à distance, voire de la rupture, hein, dans le cas d'Inès quand même, parce qu'elle a des mots assez durs à l'égard de son époux, est due à une sorte de reconnexion avec une sorte d'instinct sauvage. Qu'est-ce qui se joue là? Je pense qu'il se joue le fait de réécouter sa voix intérieure, celle qui nous murmurait des choses et qu'on écoutait quand on était plus jeune et qu'on a fini par ne plus laisser venir à nous. On a mis un couvercle, on s'est dit qu'on ne savait pas forcément pour nous-mêmes. Et à force de se laisser peut-être... oui, poussé, bercé par l'entourage, par la vie, par la société, on finit par douter de sa propre valeur. Et c'est vrai, je pense que Inès avait besoin d'aller ce qu'elle appelle au bout du monde, donc c'est au bout de la Terre. Elle ne pouvait pas aller plus loin dans l'ouest de l'Europe. Elle trouve un lieu à elle qui pour elle aussi est une évidence. Et c'est en se donnant le défi de retaper cette maison, de vivre au rythme de la nature sauvage, effectivement, parce que le Finistère, ça se mérite, et les tempêtes existent, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... les gens sont très chaleureux tout de suite, mais la terre n'est pas facile, et je pense que tout est lié. Donc elle a besoin aussi de se reconnecter à elle-même, à sa profonde nature, à sa voix intérieure, et ça passait par la plus grande simplicité possible. Donc le fait de se dépouiller de tout, de se poser des questions basiques de ce qu'on veut dans la vie, de quel métier on a envie de faire. Et je pense que c'est le genre de réflexion qu'on fait plus facilement dans ce coin de Bretagne que peut-être, je dis n'importe quoi, dans le sud-est, en plein soleil, et où il y a des grosses voitures, tout le monde est en décapotable. Enfin, c'est une autre vie. Et moi, j'avais vraiment besoin, enfin, déjà à titre personnel, moi, je me sens très, très, très connectée effectivement à cette lande un peu celte, je ne vais pas dire aux esprits parce que ce n'est pas le thème du roman, mais le côté... il y a la spiritualité, on va en parler plus tard. Il y a la spiritualité parce que je pense que revenir à nos racines, revenir à ce qui fait de nous des êtres humains et ce qui nous lie les uns les autres, et de retrouver une solidarité, c'est dans ces terres les plus reculées qu'on trouve peut-être les plus grands humains. En fait, il faut une terre de dépouillement pour pouvoir s'y dépouiller. Oui, tout à fait. J'enfonce le clou parce que c'est pas simplement une mise à distance. Elle dit je veux quitter cette existence qui me rend malheureuse. Je veux dire, c'est clair. Elle est malheureuse. Elle veut quitter ce monde qui est trop agressif, ce monde avec ses guerres, avec ses divertissements. Elle veut quelque chose de plus qui a du sens. Et quand on passe une vie à juste courir, à se mettre au service des autres, à se contorsionner et à s'oublier au point que les autres nous oublient et au point où on pense qu'on ne vaut rien du tout, à un moment donné, c'est comme un vase. Donc il y a vraiment toutes les gouttes qui tombent dedans et on les accepte une par une. Et un jour, la même petite goutte fait tomber le vase qui se brise. Et quand c'est brisé, c'est fini. Donc, elle en est arrivée là dans sa vie. Et le jour où elle part, c'est parce que c'est nécessaire et vital et qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est ça. C'est où on s'effondre, on va vers un moment d'autonomie radicale. Oui. D'ailleurs, je vous cite, « J'ai toujours attendu qu'on vienne me sauver, mais je l'ai compris désormais, personne ne viendra, alors je me sauve moi-même. » Oui. Il y a quelque chose de l'ordre de la conquête de sa propre liberté, conquête d'une restauration de soi-même. Oui, tout à fait. Un élément important, on va y venir, qui est la question de la mort, mais on va le mettre un petit peu plus tard pour transiter vers cette question de spiritualité que vous avez évoquée. Je reviens à la question de la maison. Ce que vous faites, c'est que la maison elle-même devient une sorte de lieu, temple, personne au sein de laquelle Inès arrive elle-même à régénérer, disons, en tout cas à panser ses plaies, avec une métaphore filée qui consiste à panser les plaies de la maison, c'est-à-dire repeindre, etc. Oui, tout à fait. La maison est un personnage principal de ce roman. On pourrait croire que c'est Inès, mais la maison a un rôle central. Je savais aussi que je voulais entrer par les saisons. Donc on entre par le printemps et l'idée c'est que Inès s'offre une seconde jeunesse. Donc je voulais qu'on retermine sur un autre printemps qui soit complètement différent. On retrouve une femme qui a grandi, qui a vécu l'adversité, mais qui en même temps est debout, droite et forte. Donc j'avais vraiment envie que cette maison soit le
le lieu de la reconstruction, le lieu des découvertes de soi, d'une mise à l'épreuve aussi, parce que rien ne va être facile. Mais souvent, quand on arrive dans un lieu, je pense que je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou quelque chose, mais en tous les cas, qui vient nous mettre à l'épreuve et nous dire « tu la veux vraiment ou pas ?» Parce qu'en fait, je vais te mettre 2-3 petits cailloux dans ta chaussure pour te montrer que ce n'est pas si simple. Et si tu veux t'accrocher, il va falloir s'accrocher. Et j'avais envie que Inès ait ce genre d'expérience parce que tout ne s'offre pas facilement. Ce n'est pas parce qu'on a une évidence que ça va se confirmer aussitôt. Et j'avais envie qu'effectivement, elle grandisse grâce à cette maison, qu'elle fasse des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Et aussi parce que son point de départ, c'était de se prouver à elle-même qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. Je voulais aussi qu'à un moment donné, elle se rende compte qu'en fait, c'est pas un problème de demander de l'aide et d'accepter l'aide qu'on propose. Point très important. Il y a 2 choses que vous dites là. Le premier point, c'est les murs sont abîmés, ils ont des choses à me raconter. Il y a une forme de filiation qui se met en place à l'écoute, non pas des esprits, mais de la présence de la propriétaire précédente. Et la deuxième chose, c'est l'inscription dans une sororité. C'est-à-dire qu'elle arrive toute seule, elle va avoir 2 apports très forts. L'apport de sa mère, avec qui elle entretient une relation très complice avec sa mère, qui est un sacré bout de femme, en cancer, en phase plutôt terminale, mais qui garde un rôle extraordinaire dans la vie d'Inès, et quelques femmes autour qui ont différents métiers et qui ont tout en commun une forme de bonté, les uns à l'égard de l'autre, qui ont tout un peu souffert, qui se sont toutes un peu mutuellement réparées et qui ont tout en commun ce que beaucoup de femmes reprochent aux hommes, sans vouloir essentialiser, mais d'être à l'écoute. Pouvez-vous nous les présenter? Oui, je peux. Alors déjà, un premier préambule, c'est vrai que ce roman, je pense que dans ma tête, j'avais un jour imaginé écrire un roman qui s'appellerait La Fugue, où une femme part, trouve un lieu à elle, retape la maison et se retape elle-même. Et ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que pour moi, ça passait vraiment par la maison qui était le ping-pong, le partenaire qui la faisait devenir celle qu'elle devait être. Et ça passait, un peu. Et ça passait aussi par des livres sur une bibliothèque. Donc là, peut-être qu'on en parlera. Mais dans cette bibliothèque, quand elle entre en fait dans cette maison, Inès découvre beaucoup de livres qui ont été laissés, notamment des livres de femmes, et qui sont comme des livres de femmes, qui sont comme des mains tendues pour elle dans sa reconstruction. Et à chaque fois, elle va trouver le bon livre pour se redresser. Donc à la base, mon roman, ça devait être plutôt ça, juste ça. Sauf que je me suis rendu compte que, en fait, dans la vie, les personnes ce qui nous fait le plus grandir, oui, ça peut être l'adversité, oui, ça peut être se recentrer et d'écouter sa voix intérieure, mais en fait, les personnes qui nous font grandir sont plutôt nos amis. Et donc, la maman est le seul personnage que l'on retrouve de sa vie d'avant, qui va avoir un vrai rôle aussi de transmission, notamment par sa grande philosophie de vie, par l'aspect aussi au jardinage. Inès n'y connaît strictement rien, mais sa mère, sa passion, c'est aussi les roses notamment. Mais au fur et à mesure, dans cette histoire, celles qui vont s'inviter, ce sont celles qui vont l'aider à prendre place dans sa maison. Et donc, on commence par rencontrer notamment une peintre qui vient l'aider à repeindre des murs, un plafond qui lui résiste. Et Inès n'est vraiment pas peintre, et c'est bien de faire appel à des professionnels. Qui est peintre en bâtiment et peintre artistique. Qui a fait l'école des Beaux-Arts et qui a oublié ses rêves et qui les a mis de côté parce qu'elle avait peur d'être blessée. Et donc va se créer une amitié complètement inattendue. Donc il se trouve que ce personnage-là habite juste à côté de chez elle. En face, il y a un autre personnage qui s'appelle Servane, qui est bergère. Et elle aussi, elle est vraiment elle est ancrée dans son époque parce qu'elle récupère une terre complètement polluée qu'elle fait passer qu'elle fait transitionner en biologique, donc beaucoup d'adversité, avec un voisin qui pollue les terres qui est pas très loin, des moutons qu'elle bichonne, mais toute seule c'est un peu compliqué. Et elle a vraiment une personnalité à la Camille Etienne, donc très consciente de l'urgence climatique, très consciente de faire sa part, mais que les autres autour la font pas forcément. Et j'avais envie que Inès n'apprenne pas seulement de ses aînés, mais apprenne aussi de cette nouvelle génération qui a beaucoup à transmettre aussi. Et donc voilà, donc elle est plutôt très jeune. Et ensuite, sur son parcours, elle va rencontrer également une ostréicultrice qui est une vraie sirène, elle a un appel vers le large et la mer, qui, dès qu'elle voit des vagues... Même en hiver, elle y va. Et puis aussi une autre femme qui a décidé de monter son entreprise de savon. Voilà, donc c'est vraiment...
elles arrivent par hasard sur son parcours, rien n'était prévu, mais à chaque fois, elles viennent une par une débloquer je ne sais pas, par exemple, le rapport à la confiance que peut avoir Inès. C'est vrai qu'elle, rien que le rapport physique par rapport au corps, donc il y a une partie avec de la danse pour laisser approcher l'autre, ce que Inès faisait plus non plus, parce qu'elle s'était mise une carapace et elle se protégeait de toute violence qui pourrait lui tomber dessus. Oui. Il y a beaucoup de sensorialité d'ailleurs. Jamais d'érotisme, Non, jamais d'érotisme, non. mais de la sensorialité. Alors elles ont pour nom Claire. Alors Nina, pour la dernière que vous avez évoquée, Claire, Swazik, Serban, Anna. Alors aucune ne sauve Inès, mais toutes l'accompagnent et elles s'entre-accompagnent en quelque sorte. Alors la particularité de votre roman, quand même, c'est l'absence totale des hommes. C'est un fait. Là, sur celui-ci, j'avais vraiment envie justement qu'il n'y ait aucune ambiguïté sexuelle ou autre, et que ça soit juste dans une entraide, et que ça soit vraiment comment on se reconstruit dans sa vie avec le soutien de personnes qui nous veulent du bien. Et ça, dans ma vraie vie, moi, j'ai été amenée à avoir des amis garçons et des amis filles. Il se trouve que mes 4-5 expériences d'amis garçons se sont toujours soldées de la même manière. Découvrir au bout d'1 an et demi qu'ils attendaient qu'une seule chose. Et à chaque fois, j'oublie que je suis une femme. Partager un petit déjeuner avec vous. Plus qu'un petit déjeuner, voilà. Et donc, vraiment, ça m'a, je ne vais pas dire déçue, blessée, c'est pas ça, mais je me suis dit, ok, en fait, cette énergie-là que j'ai d'amitié, que je mettais dans cette relation aussi, je vais la mettre dans une relation où je sais qu'il n'y aura pas de biais de départ. Et le biais, c'est dire c'est un malentendu c'est plus continu entre hommes et femmes. Je sais pas, je comprends pas pourquoi c'est pas possible, mais il faut croire que soit ça vient de moi ou autre, j'en sais rien, mais en tous les cas... Je pense pas que ça chose, il y a plutôt des garçons, mais des questions physiologiques. Moi, je crois vraiment en l'humanité de chacun. Ce livre-là, encore hier soir, j'étais au Mans et j'ai eu tellement de lecteurs hommes qui sont venus faire dédicacer le livre, ils l'avaient déjà lu, et c'était aussi une de mes peurs. Je me disais, mais... En fait, j'ai beaucoup de lecteurs hommes depuis mes premiers romans, qui étaient des comédies, Mémé dans les orties. Ils m'ont pas lâché depuis 11 romans. Et encore sur celui-ci, alors qu'il n'y a pas de personnage masculin, ils étaient là à me dire, mais c'était tellement touchant et émouvant. Ouais. C'est venu résonner chez moi. J'aimerais avoir... c'est difficile, parce qu'on ne peut pas connaître votre lectorat sociologiquement. Oui. Mais... Je pense que vous avez quand même largement beaucoup plus majoritairement de femmes. Alors, il y a 80% des lecteurs qui sont des lectrices, de manière générale. Donc, moi, je n'ai pas forcément plus de lecteurs ou lectrices. Maintenant, je veux dire, je ne suis pas un cas à part. Maintenant, c'est vrai que dans ma file d'attente, il y a des hommes. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et je pense que ça part aussi du principe. Au début, mes romans étaient écrits à la 3e personne. Donc, on pouvait tous se projeter. D'ailleurs, mes romans avaient quasiment que des hommes en personnages principaux. Et depuis 3 romans, je prends le jeu, je raconte des choses plus intimes et plus personnelles, soit que j'ai vécu, soit que j'ai vu ou des amis ont pu vivre. Et je suis heureuse et vraiment émue de voir que ça vient et ça résonne aussi, quel que soit si c'est un homme ou une femme. Alors, les maris qui sont mis à distance, qui sont cités, voire conspués dans le cas du mari d'Inès, qui visiblement n'a jamais fait attention à elle et qu'elle ne supporte plus. C'est pas que ça non plus. Je pense que c'est pas seulement qu'il faisait pas attention à elle, il a participé à lui faire perdre sa confiance en elle. Donc on arrive sur quelqu'un qui avait une vraie place dans un couple et qui se retrouve noyé. Comme elle dit, j'étais un quart d'une famille, j'étais... un 10e d'une entreprise et un 100 millième d'une ville. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai envie d'être moi, pleine et entière. Donc, Alors, Aurélie Vallogne, il y a 2 présences masculines dans votre roman. Peut-être. Il y a Upsa et Urgo ? Non. Pas mal. Mais on ne sait pas si c'est des chats ou des chattes. Alors, je l'ai pas retenu. Non, il y a 2 présences et un peu étonnantes. Alors, peut-être que c'est complètement gratuit comme ça. Les lapins. Les lapins qui reviennent, quand même, qui est une figure animale, mais qui revient souvent. Oui, mais je ne sais même pas si c'est des mâles. Vous dites quand même les lapins, et vous dites mignon qui lapin, et puis après les lapins qui m'agacent. Oui, mais je ne vais pas dire les lapines, moi je ne sais pas les reconnaître. Ouais. En fait, je suis très forte en oiseaux, donc je peux vous dire si c'est un mâle ou une femelle. Voilà, donc ça vraiment aucun souci. Sur les lapins, je les découvre avec cette nouvelle maison que j'ai achetée sur la Berbenois, et qui sont vraiment mes compagnons d'écriture. Pour le coup, ils venaient me rendre visite le matin quand j'ouvrais mes rideaux, ils étaient là juste en bas, le soir à 19h, alors que j'étais encore avec l'ordinateur, ils étaient là aussi. C'est quand même une chance, pour moi, dans ma vie, d'avoir cette visite-là impromptue qui passe d'un jardin à un autre. Et oui, non, c'est tellement fou que j'ai pas pu m'empêcher de les mettre dans le roman. Donc il y a beaucoup. Je me suis retenue sur les oiseaux parce que c'est aussi une de mes grandes passions. Mais les petits lapins qui viennent, oui, je me suis fait plaisir. Autre présence masculine qui m'a
un petit peu dérouté, je ne vous cache pas, car c'est une transition pour aller vers la question de Anna a créé un matrimoine littéraire dans sa matrimonière, donc il y a toute la question de la transmission littéraire au sein d'un matrimoine. Et donc l'autre présence masculine qui est citée, qui est, j'ai pas très bien saisi, votre écoute de Dostoïevski. Alors non, je ne crois pas que je l'ai cité du tout. Si, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... je ne suis pas là pour le citer. Ce que je dis juste, c'est... et je ne sais même pas si c'est lui, parce que je le mets clairement en disant, je ne sais pas si c'était lui, mais c'était un grand écrivain russe, peut-être Dostoïevski, qui disait que les grands romans sont toujours des romans sur la possession. Soit l'amour, soit la guerre. Et là, c'est là où je me suis dit, c'est pas ma vision d'un grand roman. Est-ce que moi, c'est le 19e russe, quoi. Peut-être, mais moi, ce que je recherche, parce qu'il faisait vraiment une grande conclusion. Et moi, ce que je recherche dans un roman, c'est justement ce que je racontais, des vies minuscules. Donc là, je parle pas de Pierre Michon, mais je parle vraiment de retrouver dans certains héros ou héroïnes des choses que j'ai pu vivre, moi, à titre intime, et qui viennent réveiller en moi quelque chose où je me dis, je ne suis plus seule. Et les grands romans où faudrait tromper son mari ou elle m'appartient. Là, je suis beaucoup moins sensible. Donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui, les textes qui me font vibrer sont plutôt des textes où, qui sont comme des béquilles et qui nous accompagnent au quotidien. Et on se dit, voilà, cette personne avant moi, il y a peut-être 200 ans, vivait déjà la même chose. Donc, il y a des textes qui sont fondateurs et qui nous font devenir la personne qu'on est. Moi, par exemple, je ne serais pas la même si je n'avais pas lu Les 4 filles de Dr March quand j'étais petite. Parce qu'à trouver un personnage comme Joe, eh ben, d'un coup, on sait que c'est possible d'avoir une vie qui est différente de celle de ses parents, de sa mère, de se dire que l'accomplissement personnel passera peut-être par sa passion et pas par le couple ou la famille, avec des enfants. Et ça, juste d'avoir cette lecture-là à 8 ans, ça met une graine qui fait qu'un jour, on dit, quand je serai grande, je serai écrivain. Inès s'inscrit, à travers Anna, l'ancienne propriétaire de la maison, dans un matrimoine littéraire. On a le sentiment, donc... il faut une sorte de posture radicale au sein du féminisme, peut-être, pour qu'Inès puisse reconstituer une sorte d'écosystème à la fois psychique, affectif, corporel, qui permette sa réparation, c'est ça ? Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait ça. Moi, je pense que... elle hérite d'une maison où elle ne sait rien de la propriétaire précédente et les seuls indices qu'elle va pouvoir glaner sont dans les livres. Et quand elle va commencer à ouvrir les livres et tourner autour, elle va se rendre compte effectivement, chose qu'elle n'avait jamais vue dans sa vie, ce ne sont que des livres écrits par des autrices, des femmes. Ensuite, quand elle va les ouvrir, elle va se rendre compte qu'il y a des adresses à l'intérieur. Donc on voit une initiale de celle qui a lu le livre, on voit la date à laquelle elle a lu le livre, et on voit un message qui dit « À toi qui as besoin de croire en l'âme, à toi qui as besoin de reprendre confiance en toi, à toi qui as besoin... » Et donc c'est vraiment une des plus belles transmissions qui puisse exister, c'est une bibliothèque. Et on va peut-être même se rendre compte que cette bibliothèque, c'est pas seulement Anna qui la transmet à Inès, mais c'est peut-être même Anna en avait hérité. Et Inès, de toute façon, va se poser aussi la question de qu'est-ce qu'elle va faire un jour de cette bibliothèque, comment elle peut l'ouvrir pour faire que chaque livre qui croise ce chemin, elle puisse le tendre à la bonne personne. Et c'est aussi la relation qu'Anna a avec la factrice qu'on retrouve au début, qui s'appelle Morgane, où elles échangent des livres. Et c'est vrai que moi, c'est les relations d'amitié que je préfère. C'est quand autour d'un thé, on peut parler pendant des heures des derniers coups de cœur qu'on a eus. Et en fait, effectivement, je pense que ce roman, il est surtout humaniste parce que ça nous remet au centre des valeurs qui sont les plus importantes, qu'ils soient portées par des hommes ou par des femmes. En tous les cas, là, c'était effectivement, dans cette bibliothèque, c'était que des femmes. Écosystème féminin, féministe, réparation... un élément fondamental qu'on doit évoquer parce qu'il est quelque sorte une perspective qui permet cette restauration de la vie, et qui est la mort. Et oui. Qui est quand même, qui suinte à travers toutes les pages, mais qui est quand même, on sent là un tournant dans votre écriture, et on a l'impression que là vous et c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini, mais il y a quelque chose là où vous cognez maintenant à quelque chose, à une interrogation, à une peur, à une anxiété enfantine. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est très vrai. Surtout quand on prend le jeu, d'un coup, ça vient résonner encore plus fort parce que effectivement, moi, j'avais ça, cette peur à 6 ans de découvrir que j'allais moi aussi mourir. Et donc ce concept de finitude, je ne suis pas d'accord. Sauf que je n'ai pas le choix et que je vais le subir et que ça m'effraie. Et de manière très égoïste, ça m'effraie même déjà d'abord pour moi. Donc ça, je l'ai mis sous le tapis pendant quelques années.
j'ai plutôt bien cohabité. Puis là, avec les 40 ans qui sont arrivés, c'est revenu me réveiller en pleine nuit, m'angoisser en me disant que ça y est, c'était déjà fini, j'avais fait la moitié, comment ça peut être possible. Enfin, donc, je me dis que potentiellement, je ne suis peut-être pas la seule à ressentir ce genre de choses et ça vaut peut-être le coup de le partager. Je me pose beaucoup de questions aussi pour essayer de m'apaiser et de me dire, mais en fait, tout ne finit pas avec la mort physique du corps, mais on continue à vivre de toute façon en transmettant à nos proches et des valeurs et des pensées. Donc ça passe par les livres, mais ça passe aussi par l'éducation et ça passe peut-être aussi par l'âme. Donc c'est le genre de questionnement nouveau chez moi que je partage avec les lecteurs et les lectrices. Et derrière, oui, dans mes romans précédents, je traitais déjà de ces sujets-là, notamment, j'avais parlé de la fin de vie avec Alzheimer dans Le tourbillon de la vie, mais c'était plutôt d'un point de vue un peu plus distancié. Oui, puis à hauteur d'enfant, donc c'était pas... Et plutôt à hauteur d'enfant. Et je voudrais qu'on développe un petit peu, parce que c'est quand même quelque chose de fondamental. On sent que le fait de prendre en compte, c'est introduit beaucoup avec la question de la mère qui est en phase terminale de cancer, mais on sent quand même que spirituellement, je dis bien spirituellement, la restauration de l'autonomie pour Inès, elle se fait par tout ce dont on a parlé, l'amitié, etc., mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui se calme en elle dans son rapport à la mort et que c'est une conquête lucide de la vie ne peut pas aller sans une conquête lucide de la mort, c'est ça? Oui, je pense qu'en fait, ce qui va la rassurer, c'est aussi un sentiment d'appartenance. Elle s'est sentie utile aussi quand elle élevait ses enfants et d'un coup, ils sont partis, elle se sent absolument... inutile, sa vie n'a pas tellement de sens et est-ce qu'elle n'a pas gâché soit ses plus belles années, soit sa vie entière. Et donc quand d'un coup elle s'entoure de belles âmes, de personnes qui sont mues ensemble par des envies de protéger soit l'environnement, soit de prendre soin les uns des autres, soit plus de solidarité, d'un coup elle fait partie d'un grand tout et elle sait que ça ne s'arrêtera pas avec sa propre vie et que ça continuera après elle aussi. Donc je pense que ça permet de s'ancrer plus profondément, de s'ouvrir, et ça passe aussi, comme je disais tout à l'heure, par le jardin. Le fait de savoir, il faut prendre son temps, planter des graines, et potentiellement on ne verra pas tout de suite le fruit de son travail, mais d'avoir cette croyance et cette espérance que le printemps va toujours revenir, et il y aura des belles choses à voir, et d'autres en profiteront, et de prendre soin de son jardin aujourd'hui, ça servira à d'autres. Donc je pense qu'effectivement, ça passe... Ça c'est la transmission. Oui. Mais c'est quoi le grand tout ? En fait, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est de se dire que même si un jour ça s'arrête pour nous, il y aura encore les marées qui continueront, il y aura encore la Lune qui fera son cycle, qu'il y a je ne sais pas combien de millions d'années, il y avait encore des dinosaures, s'ils levaient la tête, il y avait les mêmes couchers de soleil. Et je trouve ça assez fou de se rendre compte à quel point nous, on est tout petits. Moi, je ne parle pas forcément d'un dieu créateur ou quelque chose comme ça, mais je parle vraiment de cette mère nature qui est aussi très présente dans le roman, parce qu'à un moment donné, elle vient rappeler qu'elle existe et qu'elle est plus forte que nous tous, et qu'on a tendance à l'oublier, mais qu'elle repassera. Et elle le dit. Et dans ce roman, c'est le seul moment où je change un peu de narrateur, où c'est elle qui nous parle. Et c'est vrai que ce roman-là, je pense qu'il est peut-être, oui, effectivement, spirituel, mais il est aussi... il a une teinte écologique, en tous les cas, du vivant, qui, moi, me touche beaucoup. Permanence à impermanence de la nature et de l'histoire humaine. Oui. Vous croyez en Dieu ? Pas vraiment, non. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois que... la grandeur de la nature, donc vraiment le respect de chaque être humain, de chaque être vivant surtout, et même des arbres. Et je comprends... la nature est tellement belle, tout se fait tellement... je ne vais pas dire facilement, mais quand on voit des singes, le mandrill qui a dessiné ces couleurs folles sur son visage, la nature est tellement belle que ça me questionne sur... je ne vais pas dire il y a forcément un architecte, mais ça m'impressionne et ça me remet à ma place de... on peut se dire que les choses vont être toujours faites pour que pour la Terre, ça se termine bien. Donc, ça se trouve, elle va se débarrasser de nous en se disant cette espèce qui me pollue et qui m'énerve, voilà, elle a tout bien prévu. Vu qu'on met en place quand même toutes les conditions pour notre propre expulsion. Mais il y a des âmes un peu plus sensibles qui existent, et notamment, j'en fais partie, où je me dis, on peut quand même faire des choses encore pour peut-être leur donner espoir, ou se dire qu'on va prendre soin d'elle, ou à notre échelle, essayer de ne pas trop abîmer. Donc voilà. Et vous pensez qu'après la mort, il y a une forme de continuité de l'esprit, de l'âme, ou vous pensez que tout s'arrête ? Alors non, j'espère que tout ne s'arrête pas, mais d'un autre côté, je
je suis en construction sur ça. Donc je le pense peut-être, mais j'aimerais le savoir, j'aimerais être sûre. Ce sera peut-être au cœur de votre prochain roman. Vous savez tout. En tous les cas, c'est mes questionnements. Voilà, c'est mes questionnements du moment et forcément, ça risque de venir dépeindre. L'idée, c'est pas du tout de faire un roman très bizarre ou très mystique alors que je le suis pas tant que ça. Mais c'est des questions qui me travaillent et qui, je pense, potentiellement viennent frapper à la porte de chacun. Et travaillent de plus en plus, parce que je pense qu'il y a simplement un retour de la question de la mort qu'on avait refoulée pendant des décennies et qui est en train de revenir à la gueule de tout le monde. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une petite niche en littérature qu'on appelle la consolation en latin et qu'on appelle la littérature de la consolation, qui se met en place dans l'Antiquité tardive avec les stoïciens latins et notamment avec Boès, mais qu'on trouve après encore chez Lamartine, Victor Hugo. Et qui est une petite niche littéraire où on produit une littérature qui avait pour destinataire, comme lecteur, des personnes qui avaient perdu un être cher. Eh bien, je trouve qu'à votre manière, vous vous inscrivez dans cette littérature de la consolation. La consolation, c'est comment on va aider une personne en la consolant, à l'aider à se réparer. Je prends ça comme un énorme compliment et un cadeau. Et c'est vrai que là, depuis ce roman-ci, il y a des mots qui viennent jalonner ce qui peut se dire sur le roman. J'ai beaucoup entendu aussi la douceur, qu'on ne m'avait pas dit auparavant. Mais là, la consolation, on ne me l'avait pas encore dit. Donc, je le prends comme un petit caillou de plus que je vais mettre dans ma besace pour écrire mon 12e roman. Et je pense qu'il en fera partie. Qu'on lira avec intérêt. La fugue n'est pas une fuite, mais une reconquête. C'est un roman de transformation, de soins, de lenteur retrouvée, un espace psychologique, psychothérapie, où la littérature, en tout cas l'écriture, la narration et la psychologie créent quelque chose qu'on appelle le feel good, mais que moi j'appellerais par littérature de la consolation, et qui est un tournant dans l'œuvre d'Aurélie Vallogne. Vous avez compris qu'on attend avec attention le prochain, qui se concentrera sur les questions existentielles liées à la mort. Je vous recommande cette lecture et je vous dis à la semaine prochaine. Faites-moi lire, c'est fini.